bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé Mac, ravi de vous retrouver en direct. Avec mes invités, on parlera bien entendu du coronavirus, actualité oblige, des derniers développements, des traitements et des mesures barrières, mais aussi du confinement et de son impact sur notre santé mentale. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le professeur Tabti Majid. Vous êtes chef de service pédopsychiatrie à l'EHS Charaga. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. J'ai également le plaisir de recevoir le professeur Smaïl Noureddine. Vous êtes épidémiologue au niveau du CHU Mustapha Bacha à Alger. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Merci d'avoir accepté. Merci de nous avoir invité. Mon invitation. Alors aujourd'hui, le bilan officiel est à peu près de 511 cas confirmés avec 31 décès. Le chiffre va se voir il va augmenter dans une heure. Enfin, ça, ce sont les chiffres de la veille. J'ai envie de dire, est-ce que les chiffres sont représentatifs aujourd'hui, professeur Smaïl, parce que beaucoup de gens vous diront que ce chiffre n'est pas forcément représentatif de la réalité des choses. Est-ce qu'ils sont à jour déjà ces chiffres? Merci. Je pense que, à titre personnel, je dirais qu'ils sont à jour pour ce que nous faisons à l'hôpital. Il reste que peut-être il y a une partie qui va nous échapper. Certainement, c'est celle des gens qui se portent bien, c'est celle des gens qui n'ont pas consulté, c'est celle des gens qui sont en attente de confirmation. Parce que quand on nous donne au ministère de la Santé le bilan de la journée, il est certain qu'il reste encore à confirmer ou bien à infirmer un certain nombre d'analyses qui sont au niveau de l'IPA. Donc la situation, pour ma part, je m'en tiens aux chiffres que nous donne le ministère de la Santé. Nous réfléchissons à travers ces chiffres, nous faisons des perspectives où nous envisageons l'avenir à travers les chiffres qu'ils nous donnent, parce que c'est les plus officiels, c'est ceux qui existent, ceux qu'on nous donne. Donc pour ma part, ils sont représentatifs d'une situation de travail. D'accord. Même s'ils ne sont pas en termes de prévalence peut-être représentatifs de toute la part de la maladie dans la population, ils restent qu'en termes de travail, de confirmation, de consultation, de travail, etc., ils reflètent la réalité de notre travail quotidien. Oui, en fait, j'insiste là-dessus parce que peut-être qu'on n'est pas forcément allé vers le dépistage plus large de la population. Nous faisons un nombre limité de tests par jour. C'est ça, en fait, qui fait que ces chiffres ne soient pas vraiment représentatifs. Et puis, il y a un autre aspect aussi qui est alarmant, qui est un taux de mortalité assez important et qui, lui, peut-être, justement, reflèterait le nombre réel de cas infectés. Oui, les cas, bien sûr. Est-ce qu'il y a une probabilité de voir les choses comme ça, déjà? Oui, il y a une probabilité de voir la représentativité des décédés qui est plus facile à voir, parce que ça nous échappe pas, quand il y a un décès, il y a des mesures administratives à prendre, il y a des mesures légales à prendre. Donc, quelque part, les décès sont là, donc on les connaît bien. Que peut-être en termes de diagnostic, où certaines choses vont échapper, il se peut qu'il y ait un médecin qui passe à côté d'un diagnostic, ça nous arrive tous, il se peut que, etc. Donc, on peut peut-être un peu dire que c'est pas peut-être très exact les chiffres qu'on a, mais ça pas en termes de travail, en termes de ce qui se passe dans la population. Hein. Oui. On disait avec mon ami Tabti tout de suite que nous-mêmes, on a été peut-être malades ou mafaknash, on a toussé à un moment donné, il a arrivé. Donc c'est tout ça. Il y a des cas qui ne sont pas très symptomatiques, on y reviendra. Voilà, exactement. Donc c'est toute la prévalence dans la population de la maladie, et reste que celle qui est diagnostiquée, celle qui est elle est mieux reflétée bien sûr par les décès. Ils sont plus faciles à compter, plus faciles à vérifier, d'autant plus que ils sont souvent ramenés en réanimation. C'est-à-dire la mesure de ce qui se passe en réanimation est plus facile à mesurer que ce qui se passe en consultation générale, barra et l'akhiri. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas préférable, ou je poserais peut-être la question différemment, à quel point il est aujourd'hui important justement d'aller vers un dépistage plus large de la population? Oui, techniquement et théoriquement, ce serait l'idéal. Oui. En termes de faisabilité, oui, ce serait l'idéal. On aurait pu, c'est l'idéal que de dépister tout le monde, etc. Bon, mais ça reste une vision idéaliste que n'ont pas atteint des pays qui ont connu déjà cette pathologie et tout, etc. Oui. Cette histoire de dépistage reste toujours limité par les moyens qu'on a, les capacités de diagnostic qu'on a et la façon dont aussi
aussi, on a envisagé d'organiser la lutte. D'accord? Donc, il n'y a pas que le test en soi, il y a les possibilités diagnostiques, les possibilités de laboratoire qu'on a. Rappelons-nous, il y a quelques temps, qu'on avait un seul laboratoire, celui de l'IPA. Alhamdoulilah, donc il s'est un peu... L'Institut Pasteur. Oui, l'Institut Pasteur. Alhamdoulilah, donc actuellement, il y a celui d'Oran qui arrive en renfort, il y aura celui de Constantine. Nous avons nous-mêmes à Mustapha mis en place un laboratoire qui fera ce diagnostic à partir de demain, bi'idhnillah. Oui. Donc, quelque part, tous... C'est-à-dire les capacités vont être augmentées. Exactement, Absolument. nos capacités diagnostiques vont augmenter et après, selon les constatations, l'évolution qu'on verra de la pathologie, si il est prévu qu'à travers les données qu'on recueille, qu'on va passer à des diagnostics plus larges et tout, on le fera certainement, mais ils sont tributaires, bien sûr, d'un ensemble d'autres considérations telles que nos capacités diagnostiques, nos capacités de traitement. Qui sont réduites et limitées. Voilà, qui, je dirais pas réduites, mais disons qui répondent à une certaine politique de prise en charge. D'accord? Oui, il est décidé que nous avons des gens particuliers à diagnostiquer, ceux qui sont en contact, les gens qui, bien sûr, il y a une définition des cas à respecter. Vous êtes en train de dire que, excusez-moi, professeur, vous êtes en train de dire que c'est un choix, ce n'est pas un choix, c'est une question de moyens aussi. Oui, bien sûr, voilà. Un choix, je vous ai dit, il est tributaire de tout ça, il est tributaire des moyens qu'on a, et bien sûr, c'est les moyens qu'on a qui vont délimiter notre politique de dépistage. Oui. Je vais vous inviter à regarder justement un reportage peut-être sur la façon dont la manière dont sont pris en charge certains patients. Ça se passe à Oran. Regardez, c'est un reportage signé Yamina Saïdji. L'heure de commencer à travailler pour le professeur Lillo Saleh, pneumophysiologue, qui s'apprête à entamer son combat quotidien contre le coronavirus. À pas sûr, le professeur s'avance vers ses patients, alors que notre caméra ne peut pas s'avancer davantage. Je suis ici de 7 h du matin jusqu'à minuit. Et en cours de service, et toutes les demi-heures, nous vérifions la température des malades, nous suivons l'évolution, nous vérifions si le malade tousse. Aujourd'hui, pour combattre ce virus, il est de notre devoir d'être solidaires. Nous devons nous entraider. Peu importe la spécialité du médecin, tout le corps médical doit s'engager. Le meilleur moyen de contrer cette pandémie est d'être réactif et de prendre les bonnes décisions en temps voulu. Et les premiers jours, pour les cas très graves de Covid-19, le patient a du mal à respirer. On est obligé dans ce cas de ventiler ce malade après l'avoir intubé. Il faut savoir également que tout le personnel médical et paramédical est mobilisé en faisant très attention à ne pas propager le virus, en portant des camisoles, masques et surblouses de protection, sans oublier qu'ils ne doivent en aucun cas rentrer chez eux. D'ailleurs, je tiens à leur rendre hommage et à saluer leur courage. L'accès aux services de réanimation est strictement interdit au personnel hospitalier, hormis les médecins réanimateurs, tous mobilisés pour faire face à cette pandémie. Alors c'était un peu une image que nous allons voulu partager et un hommage à rendre justement peut-être au personnel médical qui est au front en ce moment même. Professeur, aujourd'hui plus de 3 milliards de personnes sont confinées à travers le monde, c'est dire l'étendue de la pandémie. Ce n'est plus l'Italie ou la Chine qui est à la tête donc, du triste podium justement du coronavirus. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui ont dépassé la barre des 120 000 contaminations. Chez nous, nous avons une wilaya qui est contaminée entièrement, donc Blida, avec d'autres wilayas qui sont confinées partiellement. À quel point ces mesures sont-elles aujourd'hui efficaces? Elles vous paraissent efficaces à quel point? Elles me paraissent très efficaces parce qu'en fait, elles me paraissent très efficaces, disons, en projection, pour peu qu'elles soient bien respectées. Pour peu qu'elles soient bien respectées, oui. Pour peu qu'elles soient bien faites et tout, etc. Actuellement, c'est le seul moyen que nous, au-delà des moyens thérapeutiques, sauf si d'ici quelques temps arrive un vaccin, sinon pour le reste, c'est la seule vaccination qu'on a, c'est celle du confinement. C'est-à-dire d'éviter de donner des passerelles au virus pour qu'il circule dans la population. Il faudrait que s'il est chez quelqu'un, il reste chez la personne, elle ne donne pas l'occasion à ce qu'il traverse la personne, parce qu'en fait, comme on dit, le virus ne circule pas de lui-même, c'est les personnes qui le font circuler.
D'accord. Et là, je reviens aussi, c'est une aide aussi aux moyens dont dispose l'humanité entière pour lutter contre cette pathologie. Quand je disais tout à l'heure, nous sommes tributaires de moyens, tout ça. Si l'humanité est arrivée au confinement, c'est qu'elle est dans l'incapacité et l'impossibilité de produire autant de services de réanimation, autant de médicaments, autant de possibilités d'hospitalisation. Donc là, la seule façon qu'on a d'éviter, qu'on arrive à être surpassé dans les services de santé, à ne plus pouvoir prendre en charge cette pathologie, c'est d'éviter qu'elle arrive en surnombre. Et là, le seul moyen qui nous reste, c'est de confiner les gens, d'éviter de donner une chance à la propagation du virus. Comment amener les gens, professeur Tapti? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas justement ce confinement. On a vu des images notamment sur les réseaux sociaux de personnes qui continuent encore à fréquenter des marchés, notamment à Blida. Comment amener les gens à respecter ce confinement? Question difficile. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si je peux m'introduire dans le sujet comme ça, il faut savoir que le coronavirus, le Covid-19, il a toutes les caractéristiques propices à créer un stress chez un individu. Donc aujourd'hui, il y a 3 catégories de personnes en Algérie, même au monde entier. Il y a ceux qui réagissent à un stress de façon très exagérée. Hein. C'est le confinement total, surtout ceux qui sont sujets à la peur extrême. Là, on n'est pas dans ça. Hein. Franchement, on n'est pas dans ça. On a appelé à un confinement pour se protéger. Mais il y a des gens aussi qui sont dans le déni total. Complètement, ils vous disent, moi, le coronavirus, je peux l'affronter. C'est de cela que je parle. Hein, voilà, je voulais venir à cela. Moi, je pense, et ça reste vraiment un avis très personnel. Maintenant, aujourd'hui, l'État algérien a décidé qu'il y ait un confinement. Je pense qu'on va y arriver à un confinement général. Maintenant, s'il y a des gens rebelles, il y a tous les moyens de sensibilisation quand vous le faites si bien. Oui, on essaye de le faire, justement. Après, je pense que la force de la loi sera au-dessus de tout le monde. Oui. Je pense que c'est la seule arme qui reste. Pourquoi? Parce que non seulement ces gens-là, ils seront dangereux pour eux-mêmes, ils seront dangereux pour le reste de la société. Absolument, c'est un enjeu collectif. Absolument. Je vais vous interrompre, on revient à ce point plus tard, parce que nous avons avec nous par téléphone justement M. Nechma Sofiane, il est entraîneur de l'USM Blida, il a été testé positif au coronavirus. M. Nechma Sofiane, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté de nous accorder de votre temps. Dites-nous, vous avez été testé positif au coronavirus. Comment allez-vous aujourd'hui? Quel est votre état de santé? Tout d'abord, je voudrais vous remercier et je dirais bonsoir à tout le monde, chers auditeurs et auditrices. Bonsoir, monsieur le professeur. Là, je suis en train de vous écouter. Oui. Bonsoir. Donc, votre question, s'il vous plaît? Alors, je disais, comment allez-vous déjà? Quel est votre état de santé physique et mental? D'accord, c'est nettement mieux par rapport à ce que c'est-à-dire j'ai les différentes étapes aussi que je suis passé. Donc là, je vais mal par rapport à ce que je suis en train d'entendre et écouter. J'ai peur de l'avenir beaucoup plus à ce qui se passe et ce qui va se passer, parce que nous, je ne sais pas, on est passé par une période qui est très, très difficile. Personnellement, je suis revenu de très, très loin. Je n'exagère pas. D'accord. Excusez-moi, vous avez été testé positif quand? Ça fait combien de jours? Ça fait une semaine. Oui. Et je suis resté chez moi une semaine avant. D'accord. Et j'étais positif. C'est-à-dire, je suis resté chez moi. Confiné? Confiné chez moi, à la maison, pendant 10 jours. J'ai ordonné à ce que mes enfants ne m'approchent pas. J'ai ordonné à tout le monde à ce qu'ils mettent les bavettes, les gants. Et c'était un régime très strict à la maison. C'était la période où vous attendiez les résultats ou vous saviez déjà que vous étiez contaminé? Monsieur Nechma. J'espère qu'apparemment on l'a perdu. Alors, je pense que on va essayer de le rappeler. Alors, Monsieur Nechma Sofiane disait à l'instant qu'il a été testé positif au coronavirus donc depuis une semaine à peu près, qu'il a vécu des moments difficiles dans cette maladie. Il est à l'hôpital Qatar où il est sous chloroquine.
C'est le traitement donc aujourd'hui qui est testé, qui a été validé par les autorités et c'est le protocole donc de traitement, c'est ça, professeur. Qu'est-ce qu'on sait sur la chloroquine aujourd'hui ou l'hydrochloroquine? Pour cette molécule, on sait une chose. Lui, il a déjà dit dans la presse, bon, on n'a pas eu l'occasion de l'avoir jusqu'au bout, mais il dit qu'il se sent mieux depuis qu'il est sous ce traitement. Tant mieux, on est content pour ça. On est vraiment content qu'il y ait une première réponse à ce premier traitement qu'on a institué contre ce coronavirus. Ça consiste en quoi? C'est un traitement combiné avec des antibiotiques? Ça se passe comment? C'est la chloroquine d'abord. L'essentiel du traitement réside dans la nouveauté de la chloroquine. À côté, bien sûr, il y a autre chose à prendre et tout. Cette molécule, la chloroquine, c'est celle sur laquelle on a vérifié qu'elle donne une diminution de la charge virale en corona chez les patients infectés. D'accord. Donc la première démarche, c'était de mettre en place la chloroquine avant tout. On a l'appel. Oui. Monsieur Nechma, vous êtes avec nous? Oui, oui. Vous m'écoutez? Alors je disais, est-ce que c'était la période de confinement, c'était la période où vous attendiez le résultat de votre test, c'est ça? Non. Ou alors vous saviez déjà que vous étiez positif? Tout d'abord, il y avait ma femme qui était dans un état très avancé. D'accord. Je l'ai emmenée à l'hôpital en sécurité, avec bavette, avec tout. Ils l'ont gardé au niveau de l'hôpital Mayou. Oui. Et puis moi, c'était le drame. Ils étaient dépassés. Je suis parti, moi et mes enfants et ma femme. Ils n'ont gardé que ma femme avec insistance parce que c'était le drame. Désolé, il y avait un seul médecin le soir. Oui. Et puis il y avait une trentaine de malades dehors. Et parmi ces 30 personnes, il y avait moi qui était positif. Et je suis rentré chez moi. Vous imaginez si je ne suis pas rentré chez moi et je m'amusais à sortir, à aller faire le marché, j'aurais touché tout le monde. Oui. Donc je suis rentré Merci de rappeler ce point parce que c'est très important de dire aux gens quand ils sont en attente par exemple des résultats de leurs tests, de rester confinés chez eux, de ne pas sortir jusqu'au moment où on a le résultat parce que beaucoup de gens continuent à sortir alors qu'ils ne savent pas s'ils sont positifs ou pas. Écoutez, c'est le point le plus important, je dirais majeur dans cette histoire. Hein. Je suis persuadé que monsieur le professeur me donnera raison, Inch'Allah, parce que, imaginez, il y avait, moi, le lendemain, c'est-à-dire le soir, je faisais du 40. Donc, j'étais presque inconscient, j'avais des stress respiratoires. C'est là où ils m'ont emmené, j'ai appelé, ils m'ont emmené à l'hôpital. Je suis revenu à l'hôpital le lendemain. Et là, ils m'ont fait le test tout de suite et j'étais positif. Je suis venu avec, il y avait 4 tests de l'air steward. Ils ont eu la présence de filles de ceux qui moi. Et les hôtesses de l'air steward, ils étaient positifs. Ils avaient un vol et ils étaient positifs. Est-ce que vous imaginez si ces hôtesses de l'air ou steward, ils n'avaient pas l'esprit de venir ici, ils auraient touché 350 passagers chacun. Absolument. Et 350 passagers auraient touché d'autres gens. Ça, ce n'est qu'un exemple. Alors, il y a des milliers d'exemples qui sont dehors maintenant. Ils sont en train de faire les marchés et rigoler. C'est de la rigolade. Oui, absolument, Monsieur Nechma. Monsieur Nechma, je voulais justement revenir sur votre état de santé. Vous disiez que vous vous sentiez mieux. Alors, dites-moi, aujourd'hui, vous êtes sous traitement depuis combien de jours? Je suis sous traitement depuis 5 jours. 5 jours. C'est un traitement ancien. Vous êtes à l'hôpital au Qatar, c'est ça, hein? Tout à fait, absolument. Oui. Donc le traitement, il est à risque faible. C'était une étape d'essai, je pense. Bon, je ne peux pas parler à la place des médecins. C'était, je pense, une étape d'essai clinique ouverte. On a pris de l'azithromycine et chloroquine. Oui, c'est un antibiotique avec la chloroquine. On a sorti les deux. Oui. Et ça a donné, franchement, ça donne pour les gens qui étaient en confinement, ils mangeaient pas n'importe quoi. Je rappelle aussi que vous êtes un sportif, hein, ça a dû jouer en votre faveur, Monsieur Nechma.
J'entends pas bien, désolé. Je vous disais que vous êtes un sportif. C'est l'une des raisons, peut-être les... Oui, moi, oui. je n'ai jamais fumé de Votre femme va mieux aussi? Elle va très bien. Oui. Elle va très bien. Et puis la bonne nouvelle qu'on a reçue, c'est que la personne, c'est-à-dire ma belle-sœur, celle qui nous a contaminés, maintenant elle est à la maison négative. Oui. Elle est sortie. D'accord. Vous saviez sciemment qui vous a contaminé, à quel moment vous étiez contaminé, ça vous le saviez? Oui, oui, bien sûr, oui, absolument. D'accord. C'est quelqu'un de votre famille? Pardon? C'est quelqu'un de votre famille? Comment ça s'est passé? C'est ma belle-sœur qui est venue de France. Ah, d'accord. Et on a été la chercher de l'aéroport. Elle est venue de France et elle a passé 2 jours avec nous à la maison. Elle n'est pas sortie. C'est-à-dire, elle n'est pas sortie du tout de la maison. Elle est restée 2 jours. Elle a pris sa voiture. Elle est partie directement à l'hôpital. Elle est rentrée quand? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Nechma, d'avoir été avec nous. Je pense que c'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite un bon et un prompt rétablissement. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît, prenez très au sérieux ce que je suis en train de dire. Il y a des jeunes qui sont décédés. Les 40 ans, il y a des gens qui ont 40 ans et 30 ans et qui n'avaient pas de maladie, comment dirais-je, chronique. Oui, oui, de maladie chronique. Ils n'avaient rien du tout. Voilà. Et ils sont décédés là. Moi, le lit que j'ai récupéré, c'est-à-dire ils m'ont donné un lit où c'est qu'il y avait un décès. Oui, merci beaucoup, Monsieur Nechma, d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur de l'USM Blida, que vous avez été testé depuis une semaine positif au coronavirus. Alors, professeur, Monsieur Nechma disait justement qu'il a été très mal. Alors on a tendance à dire, vous allez me dire qu'on ne connaît pas très bien le virus jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais finalement on a eu plusieurs discours, on a parlé de syndrome grippal, on a dit que c'était pas aussi grave qu'une grippe saisonnière. Aujourd'hui tout ce discours est en train de changer. Oui, plus nous avons de l'information et de données sur la pathologie, plus on réoriente les objectifs de la prise en charge. D'accord. Permettez-moi d'abord de rebondir. Permettez-moi d'abord de dire toute ma satisfaction et tout le plaisir que j'ai eu à entendre notre concitoyen, notre frère de Blida et entraîneur de l'USM Blida qui nous dit que, alhamdoulilah, il se porte bien, tout, etc. Absolument. Je pense que c'est un encouragement pour nous tous. On disait au début des missions la peur, parler de peur. On va en parler avec le professeur Tapti. Oui, maintenant, quand on entend par exemple monsieur l'entraîneur de l'USMB nous dire qu'il a traversé une mauvaise période et qu'il s'est rétabli, que ce soit lui, que ce soit sa famille, c'est une lueur d'espoir pour nous tous qui nous donne et on le remercie pour ça. Oui, mais c'est aussi l'occasion de dire que, parce qu'on a tendance à... Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on a tendance à se dire que c'est-à-dire la détresse respiratoire ou les complications ne touchent que les personnes âgées, ne touchent que les personnes qui ont des maladies ou des comorbidités, alors que là, on voit sciemment que c'est un cas d'une personne qui n'est pas très âgée, qui est sportive, mais quand même, il a eu... Voilà, mais je crois que, madame, c'est ce qu'on disait dès le départ. Dès le départ, on avait dit que c'est une maladie qui touche tout le monde. Tout le monde doit faire attention. Mais on a dit, et ça reste valable, même si maintenant on décrit des cas de jeunes enfants, de la jeune fille en France, ou là des cas de jeunes de 40 ans, c'est toujours le même problème. Ce sont les vieux, les plus âgés, les diabétiques, ceux qui ont des pathologies cardiovasculaires, les immunodéprimés, c'est eux qui payent le tribut d'une... Et c'est pour ça qu'on invite justement tous les jeunes à respecter le confinement. Parce que quelque part, mais parmi les jeunes, ce sera un cas parmi plusieurs en termes de fréquence. Par contre, chez les vieux, ce serait des grandes catastrophes. Regardez le cas de l'Italie. À un moment donné, la moyenne d'âge des décédés était de 81 ans. C'était des vieux, d'accord. Ou là, on décrit des jeunes, ça reste quand même l'apanage des vieux, l'apanage de ceux qui sont malades, d'accord. Ou là, il y a des exceptions qui confirment cette règle. Ou elle nous invite du fait que nous en observons beaucoup maintenant. Plus la maladie marche, plus il y a beaucoup d'effectifs malades, plus elle atteint aussi les jeunes. Donc c'est aussi quelque chose qui va nous appeler encore une fois à respecter le confinement, à respecter les règles barrières, les règles d'hygiène, des mains, les règles, etc. Tout ça nous renforce dans l'idée que nul n'est
à l'abri d'une pathologie ou là en moindre fréquence. Oui. Professeur Tapti, le stress c'est inévitable dans ce type de situation. Aujourd'hui, alors c'est un peu la psychose quand on parle du coronavirus. Là, il y a des personnes, vous le disiez tout à l'heure, des personnes qui sont un peu dans la peur totale, il y a d'autres qui sont complètement dans le déni. Mais comment peut-on le gérer finalement? Est-ce qu'on peut gérer son stress aujourd'hui? Oui, bien sûr, on va faire de l'autogestion. Mais je voulais dire un peu ce virus, il est intriguant. Pourquoi il est intriguant? Déjà, sa façon de propagation, et puis on ne le connaît pas assez. C'est-à-dire que les informations qu'on a eues il y a un mois de cela, elles changent, elles sont variables. Et ça augmente le stress chez le citoyen. C'est-à-dire sa propagation, elle est mal élucidée. Ces modes de contamination sont encore mal élucidés. Donc ça augmente le stress. Et en plus, il y a la surinformation. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est justement, branché... c'est une question qui était prévue. Est-ce qu'on doit réduire notre consommation justement des informations? Absolument. Aujourd'hui, moi je l'ai dit dans différentes occasions qui me sont offertes, il faut se méfier un peu de ces surinformations. On va juste, c'est l'appel à la prière, on va juste écouter l'appel à la prière et on revient juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Campagne d'intérêt général de prévention contre le virus Corona Covid-19. Le nouveau coronavirus se propage rapidement parmi les personnes. Les symptômes du coronavirus sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. Si vous constatez l'un de ces signes lors de votre voyage ou pendant 14 jours de retour d'un pays où circule le virus, consultez un médecin le plus tôt possible. Pour vous protéger contre le virus, lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou encore utilisez une solution hydroalcoolique. En cas de toux et d'éternuement, utilisez un mouchoir en papier. Jetez le mouchoir et lavez-vous les mains tout de suite après. Ou couvrez-vous la bouche et le nez avec le pli du coude fléchi. Évitez tout contact avec des personnes atteintes. Pour plus d'informations, appelez le numéro vert 30 30. Observer ces conseils est une protection pour vous et pour les autres. Alors c'est un spot de sensibilisation bien sûr qui nous rappelle les mesures barrières à adopter en cette période justement d'épidémie, hein, professeur Smaïl. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur le virus justement, peut-être on parle beaucoup de mutation. Alors quand un virus mute, est-ce qu'il devient forcément plus dangereux ? Non, pas forcément. Pas forcément. Les mutations, elles sont très nombreuses parmi les virus, chez les virus. Ils mutent souvent, mais cela ne veut pas dire en soi qu'il va acquérir une plus grande dangerosité. Ça peut arriver, bien sûr. Ça peut se concevoir. Parce qu'on dit qu'il s'adapte, en fait. Oui, oui. Et qu'en fait, il peut avoir aussi l'inverse. Il peut devenir inoffensif en mutant, d'accord ? Mais cependant, globalement, ce qu'on dit du virus actuel, c'est que c'est des mutations mineures qui n'ont pas, ce qui a été décrit, ça n'a pas vraiment engagé sa dangerosité. Donc c'est le même virus qui est parti de Chine, qui a peut-être un peu muté. On a décrit deux formes, la forme L, la forme S et tout, etc., mais qui reste très proche et c'est le même virus. Est-ce qu'on peut revenir, puisqu'on a vu justement ce spot publicitaire qui revenait un peu sur les mesures barrières, est-ce qu'on peut revenir justement sur le mode de contamination? Alors beaucoup de choses sont dites là-dessus, on le dit, on le redit, mais c'est jamais assez. Comment se transmet finalement le Covid-19? Finalement, il se transmet d'abord, on va dire, à la source par celui qui est malade, c'est quand il va éternuer ou bien tousser. Il va pouvoir projeter des gouttelettes de sa salive ou de fluge quand il va tousser, qui vont s'éparpiller sur un périmètre qu'on peut imaginer allant jusqu'à un mètre devant lui, 1,5 mètres. Mais en fait, ce n'est pas, c'est pas un virus qui se transmet vraiment par voie aérienne. Je dirais dans ce cas, aérienne au début, si vous êtes proche de lui, mais sinon ces gouttelettes retombent, et là, justement, où elles retombent, elles vont constituer justement un réservoir potentiel qui va plus ou moins durer certaines heures. Par exemple, dans les surfaces lisses, ce sera à peu près la journée, dans certaines surfaces, ce sera un peu moins. Donc ces gouttelettes qui vont être dispersées vont éparpiller le virus un peu partout, et à ce moment-là, on revient à nos mains. On revient à nos mains, et là, c'est plutôt avec nos mains qu'on va le ramasser. Oui. C'est avec nos mains qu'on va le transmettre, et même quand on touche dans la main et tout, etc., on va pouvoir toucher des tables et aussi le transmettre. Surfaces, oui. Voilà à peu près comment le virus va se transmettre. Donc la propreté des mains est l'essentiel, c'est l'essentiel. Absolument. La distanciation vient en seconde position. La distanciation. C'est-à-dire mettre une... Dans la façon de le faire propager. Dans la façon de se protéger, ça commence par ça. Il faut se tenir loin. On ne sait jamais, en cas où il est malade, la personne que vous avez en face, il faut être à peu près à plus d'1 mètre devant lui pour que les projections de sa salive ou etc. ne vous touchent pas. Oui. Et ensuite, l'importance de porter un masque quand on tousse ou on éternue, d'ailleurs. Oui, l'importance du masque réside dans justement la protection de l'environnement si tu es malade. Mais sinon, on dit que le masque n'est pas très protecteur si éventuellement vous n'êtes pas malade. Bon, actuellement, je vois qu'on le porte partout, mais la théorie de la question veut que le masque chirurgical va nous permettre de ne pas contaminer nos voisins, nos proches, ceux qui sont devant nous. Il est nécessaire pour les personnes qui éternuent ou qui toussent, tout simplement. Effectivement. On va revenir sur les modes de contamination, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées là-dessus. Mais en attendant, on a le docteur Esma Kadour avec nous par téléphone. Vous êtes chef de service maternité à l'EPSP de Chibli, à Blida. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Vous avez voulu faire part justement de votre quotidien. Je rappelle que vous assurez la permanence aux urgences donc, à l'EPSP de Chibli à Blida. Dites-nous un peu comment se passe le travail ces derniers jours. Dites-nous un peu, est-ce que vous êtes
il y a beaucoup de gens qui viennent justement avec des symptômes du Covid-19? Voilà, bon, on lui voulait pas bien des urgences de l'IPSP de Chepé. On reçoit quelques cas suspects avec des symptômes bien sûr suspects, tout, fièvre, céphalée, même des courbatures. Donc on les envoie, on les évacue plutôt vers le péage du Boufféric pour confirmation. Et parmi ces cas-là, il y en a qui se sont révélés positifs au Covid-19. Oui. Comment vous vous organisez? Dites-nous, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce que vous êtes dépassé aujourd'hui ou pas? Bon, pour le moment, la situation reste contrôlable. En ce qui concerne la ressource humaine, elle est là, elle est bien mise en place. Mais vous avez un manque peut-être en termes de matériel, c'est ça? C'est ce que vous me disiez hors antenne? Concernant la logistique, quand je parle de logistique, je veux dire par là les moyens de protection, aussi le transport, puisqu'il y a eu la suspension du transport en commun. Je rappelle que vous êtes aussi à Blida, donc... travaillent dans la santé, voilà, qui ne sont pas véhiculés, donc trouvent un peu de difficulté pour aller au travail, voilà. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui quand vous travaillez dans un milieu hospitalier quand même, avec très peu de moyens? Comment vous vous sentez-vous? Dites-nous comment vous vous sentez-vous. Est-ce que vous vous sentez protégé ou pas? Est-ce que ça vous fait peur? Situation médiocre, elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc c'est un échec, c'est un cumul de plusieurs décennies de négligence, de relâchement, d'absence par le système précédent. C'est vrai que réellement, on constate une mobilisation sincère du gouvernement pendant cette crise-là, pour lutter contre cette pandémie qui nous a frappés. Mais est-ce que ça reste suffisant face à ces profondes lacunes dans le secteur? Est-ce que ça reste suffisant pour faire face à une catastrophe qui peut nous toucher à tout moment? Absolument. Là, la question ne se pose plus, parce que le secteur est si défaillant que même s'il y a une réelle mobilisation, c'est pas très rattrapable. Donc vous dites finalement que cette crise nous a permis de mettre à nu un peu les lacunes et les difficultés que vous aviez déjà depuis des années, c'est ça, docteur Kadour? Exactement. Donc c'est pour ça qu'on profite de l'occasion, parce que maintenant, ce qui est fait est fait. Le virus, il est là. On va travailler avec ce qu'on a. C'est bon, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort aussi longtemps que ça. Mais j'espère que cette mobilisation et cet engagement par le gouvernement, elle verra toujours c'est-à-dire le jour après cette crise, Inch'Allah, qui va passer Inch'Allah avec le moindre victime. Donc on verra toujours cet engagement et cet acharnement pour soulever ce secteur. J'ai envie de vous poser une question sur la population aussi, parce que vous m'avez parlé d'un cas hors antenne, d'un cas d'une personne justement qui a été testée positive et que vous n'arriviez pas à joindre par téléphone. C'est une personne qui a disparu dans la nature. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui justement aux populations, vous qui êtes médecin et qui vous êtes au front, Justement, il faut qu'il y ait une prise de conscience par la population, parce que c'est vrai que, même pour les cas positifs, il faut qu'ils coopèrent, il faut qu'ils se soumettent à l'avis et aux recommandations du cadre médical. C'est toujours pour leur intérêt et l'intérêt de leurs proches. Oui. C'est vrai que c'est pas pour tout le monde, mais il y a eu des cas résilients qui se sont enfuis de la mise en quarantaine et que on a été obligé de faire intervenir les autorités de sécurité pour la police tout simplement, pour les mettre en quarantaine. Voilà. Donc ils sont dans le déni ou bien dans la peur, je ne sais pas, mais. Oui. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Kadour, d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage. Merci, madame. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, docteur Smaïl, nous écoutions à l'instant docteur Kadour qui faisait part justement c'était un peu un coup de gueule du désarroi dans lequel elle se retrouve démunie, sans moyens. Elle disait, elle l'a pas rappelé, mais hors antenne, elle disait qu'ils avaient une bavette tous les 24 heures, qu'ils n'avaient pas de blouse, qu'ils n'ont pas les moyens de se protéger. Alors, est-ce que cette crise finalement nous permet de mettre le point sur, ou de mettre à nu les lacunes qui sont propres à notre système de santé?
Oui, peut-être à quelque chose malheur et bon, comme on dit. C'est-à-dire, il est certain que de par toutes les expériences qu'on traverse, on en tire finalement des conclusions, on en tire des bénéfices aussi. Donc, pour chaque chose, il y a quand même toujours quelque chose à retirer. Même le divin, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il faut toujours penser à ce qu'il y a de mieux à voir dans certaines choses qui nous semblent aller contre nous. Donc peut-être aussi, ce sera un peu l'éveil des consciences par rapport à certaines choses, par rapport à certains manquements. Je dirais quand même que la situation aussi exige de nous de faire beaucoup plus de choses que nous avons l'habitude de faire. C'est pour ça que peut-être... je pense qu'ils le font déjà, les médecins. On n'a pas besoin d'en dire plus, disons professeur. Que la vision qu'on se fait des moyens, elle doit se projeter toujours pour le lendemain. C'est ça aussi un peu la peur que je disais tout à l'heure. Ça veut dire que dans certaines circonstances, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin d'autant de masques. Dans certaines circonstances, on n'aurait pas eu besoin d'autant de protection. Donc, le fait de on est censé les avoir voir, dans un milieu hospitalier, professeur, quand même. Pas en quantité limitée, madame, pas en grande quantité. C'est-à-dire, les réserves, vous savez, beaucoup de pays étrangers auxquels souvent on se compare montrent aussi ce côté des choses. Dans un but de bien gérer ou l'extérieur, on a tendance à ne pas aller dans des surplus qu'on jette après péremption, mais un jour viendra bien sûr où certains problèmes particuliers de santé vont nous rattraper, c'est certain. Oui. J'ai envie de vous entendre, je pense qu'il y a un véritable manque en termes de moyens aujourd'hui. Professeur Tapti, j'ai envie de vous faire réagir justement sur ce point. Alors nos médecins sont aujourd'hui, c'est un fait, travaillent sans moyens presque. Beaucoup d'eux relèvent justement ce manque de moyens. Alors comment peut-on voir le travail dans ces conditions? Comment peut-on être rentable dans ce genre de conditions? Écoutez, moi d'abord je salue tous les médecins. La blouse blanche aujourd'hui ils sont au front, ils sont exposés. Maintenant si d'abord il y a un impact psychologique parce qu'ils vont être certainement contaminés. On a eu des médecins qui sont contaminés, mais aujourd'hui, moi je voulais rebondir sur quelque chose. Oui. Il faut dépasser le stade des constats aujourd'hui. On a eu quand même beaucoup de choses dans différents secteurs économiques, crise politique, crise de ça, du terrorisme et tout. On fait toujours des constats. Aujourd'hui, il est temps de dire basta. Il y a eu une épidémie, il faut revoir les choses. Il faut évaluer et passer à l'action. Il faut que ça nous sert, cette expérience-là. Absolument, ça sert un peu à ça. C'est ce que je disais d'ailleurs au professeur Smaïl quand je disais que ça a mis à nu nos difficultés qu'a notre système de santé. Arrêtons de compter nos morts. On compte toujours, on fait un constat. Mais aujourd'hui, il faut dire les choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de choses, il y a des insuffisances. Et il y a eu des choses qui sont faites. Mais il faut améliorer les choses. Ce que je voulais dire un peu par rapport à nos confrères et consoeurs aujourd'hui, il faut les doter. Parce qu'aujourd'hui, la crise, elle est là. La crise n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Aujourd'hui, les médecins tous les médecins, la blouse blanche, les infirmiers doivent être dotés de matériel et surtout d'un soutien psychologique. Oui. C'est très très important pour nous et pour eux parce que là on est exposé, on a bien écouté le Comment doit-on s'organiser justement aujourd'hui, professeur Smaïl? Comment on doit s'organiser? Est-ce qu'on ne doit pas peut-être par exemple activer des plans d'urgence comme le plan Orsec par exemple? Comment doit-on s'organiser? Je crois que nous l'avons activé, le plan Orsec, pas dans sa formulation totale, mais nous avons mis en œuvre des éléments du plan Orsec, de la préparation dans tous les domaines. Si vous permettez, je voulais revenir sur l'idée des moyens. Rappelez-vous, dans le même plateau, vous m'avez demandé la dernière fois au cours du journal de 19, Monsieur le Président de la République a alloué une enveloppe financière en devise. Vous m'avez dit de dégager 100 millions de dollars. Oui, vous m'avez demandé, à votre avis, qu'est-ce que vous dégagez comme priorité. Absolument. Je vous ai dit, moi, à mon niveau, celle que je vois, c'est la protection de nos personnels de santé. Médical. Je vous ai dit, si nous ne les protégeons pas, ils ne seront pas là demain pour protéger la population. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait le cas. Il faudrait qu'on aille aussi vers la protection de façon beaucoup plus rigoureuse de nos personnels de santé pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. On va ouvrir peut-être l'antenne justement pour
pour les gens qui nous regardent, pour qu'ils puissent nous appeler. En attendant, on va revenir sur, je disais tout à l'heure, sur les mesures barrières. Hein. Vous parliez de la contamination. Alors, beaucoup de gens se posent aujourd'hui des questions, notamment par rapport aux surfaces. Alors, le virus vit combien de temps sur les surfaces, par exemple sur le verre, sur le papier, sur le bois. Et il y a aussi une autre question par rapport aux courses. Quand on va faire ses courses, est-ce que les courses, on doit les laisser dehors? Comment ça se passe? Ben, c'est toutes les précautions barrières dont vous avez parlé. Moi, je ne me préoccupe pas de la durée que va vivre le virus sur la table ou là. Je me préoccupe de savoir où je mets les mains, comment les nettoyer, comment, etc. C'est-à-dire l'impact que puisse avoir ces durées dans quelque chose et tout ne doivent pas... En termes d'heures, en termes de jours, ça reste combien de temps? Nous faire perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est de se protéger les mains. C'est des questions posées par les téléspectateurs, professeur. Table, madame, je ne vais pas me poser la question qui était là depuis combien d'heures. Moi, j'arrive devant une table, pour moi, je la touche, il faut que je me lave les mains juste après. Oui. D'accord? Donc, c'est ça l'idée qu'on doit se faire. Ce n'est pas de se piéger dans cette idée où il n'y a que 10 minutes dans la main, il y a 9 heures d'ici. Maintenant, est-ce que le virus peut se transmettre par les aliments, par exemple? Oui, bien sûr, il peut se transmettre par des aliments pour peu que vous les touchiez avec les mains. Mais si vous les mangez, si vous les mangez, madame, on n'attrape pas le coronavirus par voie digestive, mais Mais si entre-temps... par les muqueuses, non? On peut pas? Par les muqueuses, mais pas par voie gastrique. Donc, s'il est sur du pain, il est sur du pain, vous mangez le morceau de pain. Ça y est, il part avec le pain, il est dans l'intestin et vous n'allez pas faire de maladie de coronavirus. Le coronavirus, c'est plutôt plus les voies respiratoires, c'est les poumons, c'est etc. Donc, c'est pas le cas. Il peut vous passer par les yeux et arriver jusqu'à vos poumons. Par contre, en passant par votre œsophage et votre vie, il n'arrive jamais aux poumons, donc il ne va pas vous rendre malade. D'accord. Donc, quand on dit qu'il faut boire des boissons chaudes... Oui, bien sûr, c'est dans le but de faire avaler, de l'évacuer. Et quand il passe à l'intestin, en général, il est plus dangereux pour vous. Sauf que, par exemple, surtout pour le cas des enfants, il va repasser dans les selles. Et ça aussi, c'est une voie de contamination. Gare aux mains, encore une fois, il faut encore se laver les mains, les mains, d'accord? Donc tout revient à au lavage des mains, à la propreté des mains. Oui. Et c'est 80% de toutes les infections, y compris le coronavirus, qu'on évite en se lavant les mains tout le temps. Il y a une autre question aussi par rapport au temps qui fait aujourd'hui. Alors, il commence un peu à faire chaud. Demain, les prévisions, donc 25 degrés ou 26 degrés. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Oui, je pense que c'est une bonne chose. Là aussi, nous n'avons aucune preuve. Nous n'avons aucune preuve scientifique qui dise que le virus va pouvoir... Mais une chose est certaine, on dit de plus en plus que ce virus ne résiste pas à certaines chaleurs au-delà de 26 ou les 27 degrés comme ça. Donc il est fort possible que, comme cela est connu, comme étant les virus étant plutôt des maladies de l'hiver et pas de l'été, nous attendons, Inch'Allah... On a un appel téléphonique, professeur. Oui, monsieur Mohamed, allez-y. Vous appelez de Cherchel. Oui. Posez votre question, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, merci. Le médecin qui se sort du plateau. Oui. Alors, la première des choses que je voudrais soulever, c'est le problème qui se pose à toutes les institutions sanitaires dans notre pays. On le sait bien avant cette pandémie, cette épidémie qui a touché le pays, le monde entier, bien sûr. Il y a eu beaucoup de lacunes, beaucoup de faiblesses dans nos pays, dans notre pays. Donc, je crois, comme l'a soulevé le docteur, c'est l'occasion ou jamais de bien voir, d'identifier sérieusement les problèmes, mis à part le problème de pandémie, situer exactement les problèmes qui se posent à notre secteur sanitaire dans tous les domaines et essayer de pallier à tous les problèmes d'urgence. Vous êtes dans le domaine médical, monsieur Korchi? Pardon? Vous êtes dans le domaine médical? Non, je ne suis pas dans le domaine médical. Oui. J'ai beaucoup de parents, des cousins, des cousines qui sont médecins. J'ai des cousins. Est-ce que vous avez une question, monsieur Korchi? Oui, moi, ce qui me tracasse le plus, c'est l'inquiétude, la prise en charge des malades dans nos hôpitaux. Voilà, c'est dans cette période bien spéciale, bien cruciale. Voilà. D'accord. Merci, on va répondre à votre question. Allez-y, professeur. Je n'ai pas bien compris la question. Il pose la question de la prise en charge. Il se pose une question sur la prise en charge. Comment ça se passe, la prise en charge au niveau de nos hôpitaux? Au niveau de l'hôpital Mustapha, pour nous, souvent les malades arrivent aux urgences.
Donc c'est à partir des urgences qu'on fait le tri des pathologies. Donc toute pathologie qui ressemble à du corona sera prise en charge dans un circuit donné selon la gravité de la pathologie. On a un service de pneumo qui est chargé de les recueillir pour les cas qui ne nécessitent pas de réanimation, un service de réanimation qui prendra en charge les cas à réanimer. Et nous sommes en train, bien sûr, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de dégager des places, si pour peu que nous n'en trouvions pas en pneumo. Nous avons aussi le service de médecine interne qui est dédié à ça, le service de chirurgie thoracique, le service de thermo. Tout ce maintenant, tout le monde se mobilise en fait. Tout le monde se mobilise pour prendre en charge cette pathologie. Donc voilà à peu près comment on les prend en charge. Ils arrivent au centrier, ils vont dans les services d'accueil les adéquats. Oui, on va essayer de terminer peut-être sur des questions plutôt de l'aspect psychologique, puisque vous êtes avec nous, professeur Tapti, on va profiter de cette occasion. Alors le confinement, tout le monde ou pas est confiné aujourd'hui. En tout cas, il y a une grande partie de la population qui est confinée, qui essaye de respecter cette mesure qui est très importante. Nous le disions tout à l'heure avec le professeur Smaïn. Alors comment vivons au mieux ce confinement sans plonger dans la déprime ? Sur le plan théorique, c'est une chose, et sur le plan pratique, c'est autre chose. Mais à vrai dire, aujourd'hui, donc c'est inédit chez nous en Algérie. Le contexte de l'Algérien, déjà, il y a le phénomène de la promiscuité. Donc aujourd'hui, on va se retrouver à vivre dans des F1, F2, F3. Et surtout, ma pensée va aux quartiers populaires. Et surtout aux gens qui ont des personnes malades à la maison. Aux personnes qui ont des enfants autistes, par exemple, trisomiques et tout, là, ça va être un peu compliqué. Mais il faut gérer, parce que la panique n'est pas bonne conseillère. Donc aujourd'hui, j'invite les Algériens surtout à ne pas s'automédiquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a un stress, les gens vont prendre beaucoup de tabac tout en sachant que le tabac est nocif et porte ouverte. Oui, en plus, c'est un facteur aggravant de la maladie. Facteur aggravant, de l'alcool, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Moi, je crois qu'il faut créer un climat de non-stress. Il faut faire du sport. Il y a aussi un autre phénomène, c'est la surbouffe. Aujourd'hui, il y a une consommation alimentaire très importante quand on est confiné à la maison. Moi, je pense que surtout le problème de maltraitance, la conjugopathie. Aujourd'hui, il faut maintenir son stress à un niveau supportable, dans la mesure du possible. Oui, on va finir par dire comment. Mais en attendant, on a Khadija d'Oran. Bonsoir. Khadija, vous êtes à l'antenne. Je ne sais pas si on l'a perdu. Oui, apparemment on l'a perdu. Oui, professeur, continuez. Vous disiez qu'il ne faut pas plonger dans le stress. Mais Absolument. comment c'est ça la grande question. Mais écoutez, il y a quelques années, une trentaine d'années, on vivait en promiscuité, il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Je crois qu'il faut maintenant s'inspirer de ce qu'on faisait avant, surtout par rapport aux enfants. Il faut revenir aux habitudes anciennes. Ben aujourd'hui, écoutez, vous réglez pas un problème en créant un autre problème. En offrant une tablette à son enfant aujourd'hui qui va s'alimenter de la surinformation et de la désinformation. Et de la surexposition aussi aux écrans, ça aussi c'est un autre problème. C'est un autre problème. Donc il y a des facteurs anxiogènes qui vont encore alarmer la situation. Mais je crois aujourd'hui que chacun, je le dis en arabe parce que ça a plus d'impact, que chacun, quand il y a une escalade, il ne faut pas rentrer dans l'escalade. Il faut qu'il y ait de la désescalade. Évidemment, c'est très difficile sur le plan pratique. Et aussi, les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut l'utiliser à bon escient. C'est d'appeler un peu les parents, de prendre son temps de discuter avec un ami, avec un cousin, revenir aux habitudes de l'ancien temps. On le dit bien en arabe. C'est très très bien dit. Et aujourd'hui, c'est très. Mais peut-être que finalement, il n'y a pas que du mauvais dans le coronavirus. Et puis pour les gens qui travaillaient, on ne voyait pas nos enfants. C'est l'occasion de partager de bons moments avec nos enfants. C'est le bon moment de s'entraider en famille. Donc il y a beaucoup, et chaque cas est un cas, à vrai dire. Chaque famille prend un peu. Mais surtout, il faut éviter l'extrême dont j'avais parlé. Et les règles hygiéno-diététiques. Oui. On va terminer avec un appel parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, Luisa de Tizi Ouzou, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Oui, je vous remercie pour cette mission et je remercie aussi le professeur Smaïl et le professeur Tapti pour leur participation à cette émission qui nous a donné beaucoup de bénéfices. J'ai bien suivi l'émission et je les remercie aussi.
Merci. Posez votre question, Louisa, il nous reste pas beaucoup de temps. Oui, j'aimerais poser une question. Est-ce que ce virus touche les femmes enceintes? Probablement les femmes enceintes. D'accord. Est-ce que ça touche une femme enceinte qui est surtout prête à... C'est-à-dire quelles répercussions a le virus sur les femmes enceintes? C'est ça votre question? Surtout une femme enceinte qui est prête à... C'est-à-dire, disons, dans quelques jours, elle va accoucher, elle va partir à la maternité. À terme. Oui, quelle sera sa prise en charge j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce que les précautions qu'elle doit prendre, voilà. Même, j'aimerais avoir une réponse de professeur, si c'est possible, excusez-moi, de professeur Smaïl et de professeur aussi Tapti qui est... oui, quelle est votre question pour le professeur Tapti? Voilà, dans ce genre de choses, parce qu'une femme enceinte, lorsqu'elle sait qu'il y a le Covid-19, elle est beaucoup plus stressée lorsqu'elle rentre à la maternité. D'accord. Voilà, elle est stressée, donc quelles sont les précautions qu'elle doit prendre et quelle sera la prise en charge sur le plan psychologique et sur le plan médical, voilà. Parce que vous avez peur, c'est ça? C'est la peur? Tout à fait. Par rapport à la peur. Voilà, c'est la peur, tout à fait. Et je vous remercie beaucoup. Hein. Merci. Merci à vous. Au revoir. Allez-y, professeur. Alors, elle a dit quelle est la répercussion il n'y a pas de sur la femme enceinte. Chez la femme enceinte, voilà. Elle peut être touchée. La peur souvent est héritée de l'épidémie de H1N1. Qui c'est de la dernière épidémie qui touchait particulièrement les femmes enceintes. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Il n'y a pas eu de description de femmes enceintes en quelque sorte favorite du virus. C'est pas comme le H1. Est-ce que c'est plus grave, par exemple? Non, c'est pas plus grave. C'est pas. Je vous ai dit c'est l'histoire du H1N1 qui donnait des formes graves chez la femme, qui donnait des décès chez la femme enceinte. C'est à peu près. Disons, c'est ce fantôme d'idée qui est venu de H1 qui fait faire maintenant dire à la femme est-ce que c'est le cas aussi. Actuellement, il n'y a aucune description préoccupante dans le cas de la femme enceinte. Elle est touchée peut-être autant que est touchée la population générale. Quand elle est touchée en général, on n'a pas décrit d'impact sur le fœtus. On n'a pas décrit d'impact sur le bébé. Donc, pour l'instant, on dira que les mesures qu'elle doit prendre, ce sont les mesures... pour tout le monde. Pour tout le monde. Rappelons-les, puisqu'on est à la fin de l'émission. C'est le lavage des mains, c'est la distanciation. Le confinement. Le confinement, c'est de ne pas, c'est d'éviter. Bien que ça va être un peu difficile parce qu'elle va accoucher dans quelques temps, elle disait. Oui, certainement. Elle va, Inch'Allah, Brocalia, elle va rejoindre, tout se passera bien, Inch'Allah, il suffit de prendre les précautions. À l'hôpital, quand elle va arriver, elle va trouver que les gens, les médecins, les sages-femmes et tout sont au courant de ce virus et qu'ils vont se protéger, la protéger, il a arrêté. Donc tout se déroulera normalement, Inch'Allah. Par contre, il a été décrit quand même des cas chez les femmes enceintes. Il ne faut pas le nier. Chez nous? Même chez nous, il y a eu des cas chez des femmes enceintes. Et on n'a pas constaté de gravité particulière. Des cas de suspicion pour l'heure. Pour Mustapha, je dirais que nous avons suspecté beaucoup de cas chez les femmes enceintes et qui sont tout avérés négatifs, alhamdoulilah. D'accord. Pour professeur Tapti, psychologie, je vais lui répondre brièvement. Je crois que chaque contexte est un contexte, mais je pense que ce qui est commun à toutes nos familles, c'est de se préserver de la surinformation. Donc tous les facteurs exogènes, anxiogènes, doivent être strictement proscrits. Éviter. Et puis, écoutez, elle a un mari, elle a certainement des enfants, elle a une famille, il faut qu'il y ait un soutien familial. Il faut vraiment se déstresser, mais surtout ne pas s'exposer à ces informations. Je pense qu'elle ne va pas y aller sur Facebook, voir femme enceinte, voir ça sur les réseaux, elle va mourir. Non, mais franchement, ça c'est à proscrire. Il faut vraiment qu'elle pense à son bébé. Elle pense à l'avenir de son enfant, elle pense à sa maternité, elle pense à l'allaitement. Elle va créer ce qu'on appelle des renforçateurs positifs. Oui. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Vous retiendrez de cette émission les mots-clés confinement. Restez chez vous pour vous protéger, mais aussi protéger la collectivité. Et puis aussi le lavage des mains. Et puis un grand salut pour le personnel médical. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes réactifs. Je vous revois la semaine prochaine. Au revoir.